Rebonjour. Avant tout, n'oubliez pas d'aller voir mon résumé de la première semaine du BIF. Ici, je vais maintenant conclure mes critiques des films de l'année, du moins bon de la deuxième semaine au meilleur de cette même semaine. En commençant par Extraterrestrial. Je me suis vraiment énervé devant ce film, car j'attendais beaucoup et j'ai tourné en rond pendant une journée pour le voir, et ça ne valait vraiment pas le coup. C'est en fait un slasher cliché, avec des adolescents qui vont se faire tuer dans une cabane dans les bois, mais où le serial killer est remplacé par une bande de petits gris, les extraterrestres, pas les escargots. Alors, la seule chose qui empêche ce film d'avoir une cote plus basse est la qualité des effets spéciaux. Je les ai trouvés très bien faits, même si les aliens ressemblent pile poil à ceux du premier épisode de South Park, ce qui n'arrange pas leur crédibilité. Mais ce qui tue ce film est la même chose qui tue tous les slashers américains modernes. Les personnages sont détestables. On n'arrive pas à s'attacher à eux. Et on n'a donc aucun impact lorsqu'ils sont en danger. Au milieu de tout ça, il y a évidemment quelques petits moments intéressants, ainsi que des hommages bizarrement placés à d'autres films. Mais globalement, le film n'est ni drôle ni effrayant. La présence de Michael Ironside est sous-exploitée et c'est juste, trop mauvais et cliché. Stung est un film d'horreur plutôt old school parlant de guêpes géantes qui fait penser à des classiques du genre comme Ticks ou Mosquito. Comment est-ce que ça pourrait être mauvais ? Eh bien, j'avoue avoir été très déçu. J'adore les horror comédies et j'espérais voir le Black Sheep de cette année, d'autant plus que ce film contient un gros caméo de Lance Henriksen, vous savez bien, Bishop dans Aliens. Mais non, le plus gros problème vient de l'humour qui n'a vraiment pas marché pour moi. Le héros se la joue un petit peu Simon Pegg et l'acteur n'est pas franchement mauvais, mais les dialogues ne l'aident pas beaucoup. Les effets spéciaux ne sont pas trop mal et il y a quelques bons moments, mais j'ai le regret de dire qu'on se retrouve avec un film pas très drôle, pas très bien écrit et vraiment pas effrayant. Alors que nous reste-t-il ? The Deadlands est un film néo-zélandais qui met en scène deux tribus de Maoris avant l'arrivée de l'homme blanc. Tout commence quand la tribu la plus belliqueuse massacre tous les hommes du clan rival. Tous, non, car le jeune fils du chef résiste encore et toujours à l'envahisseur et pourchasse les meurtriers pour venger les siens. On ne peut pas s'empêcher de comparer ce film à Apocalypto, même s'il se déroule à l'autre bout du monde, mais The Deadlands ne fait pas le poids, car même s'il y a quelques bonnes scènes, bon je vais arrêter de répéter cette phrase, et des acteurs à gueule, il est vraiment trop lent. On en a vite marre de d'entendre parler de cannibalisme, d'ancêtres, de gloire et encore et toujours d'ancêtres. La seule chose qui rend ce film vraiment mémorable est son total exotisme, mais honnêtement, je m'attendais à mieux. Run All Night est un film d'action un petit peu dans le genre de Taken, mais bien mieux que ce dernier selon moi. Liam Neeson y joue un tueur de la mafia vieillissant, alcoolique et hanté par son passé. Un soir, il se retrouve obligé de tuer le fils de son boss pour sauver son propre fils. Ça ne fait plaisir à personne, et notre héros doit tout donner pour sauver sa vie et surtout sauver sa famille. C'est cliché clairement, mais je trouve que le film marche très bien. Les personnages sont bien introduits, il n'y a pas de temps mort, et le côté film noir moderne est quelque chose que j'aime bien. Je donnerai une mention spéciale pour les transitions aériennes qui font penser aux transitions dans GTA V. Moralité, ça n'est pas un film original, mais il est bien meilleur que pas mal de ses prédécesseurs. The Target est un remake sud-coréen du film français À bout portant. Je n'ai pas vu ce dernier, donc je ne vais pas faire de comparaison, je prends juste le film tel qu'il est. Notre protagoniste est un jeune médecin qui soigne un homme blessé par balle qui arrive aux urgences dans son hôpital. Mais une personne enlève alors sa femme et l'oblige à trouver un moyen de faire sortir le blessé discrètement. C'est donc un film policier qui joue entre beaucoup d'action et quelques intrigues plutôt bien amenées. Or, l'action est très impressionnante, comme souvent dans le cinéma asiatique. Il y a même des moments où ils en font presque trop à mon goût. Mais on ne s'ennuie pas une seconde et je noterai qu'il y a pas mal de personnages féminins très intéressants dans ce film. Il manque peut-être juste un petit quelque chose dans la présentation de tous les personnages pour qu'on s'y attache un peu plus et qu'on suive un peu mieux leur motivation. Mais en dehors de quelques détails de ce genre, c'est un très bon film. Selon son réalisateur, The House at the End of Time est le plus grand succès du cinéma vénézuélien en termes de films d'horreur. Tout commence quand une femme est accusée à tort du meurtre de son mari et de son fils. Elle sort de prison 30 ans plus tard et nous découvrons en flashback son histoire mêlant tension familiale et surnaturelle. Même si l'ambiance est excellente, j'avais l'impression au début de me retrouver face à un film de fantômes vu et revu. Cependant, il y a un twist très intéressant au milieu du film et j'ai beaucoup aimé la fin. Peut-être que si exactement le même film était sorti aux États-Unis, ce qui va arriver car il faut un remake, je l'aurais étonnamment moins aimé, mais ici il est suffisamment original et exotique pour sortir du lot. Goodnight Mommy est un film d'ambiance autrichien. Il raconte l'histoire de deux jumeaux qui vivent dans une maison isolée avec leur mère. Celle-ci a subi une importante opération du visage et passe une bonne partie du film couvert de bandages. Mais très vite, les jumeaux ont l'impression que leur mère est bizarre et en viennent à se demander si ce n'est pas une autre personne. C'est un film plutôt lent, mais avec une très bonne ambiance. Il y a peu de dialogue, mais les quelques acteurs sont très naturels et sont tous très bons. Il y a beaucoup de moments très glauques, et même s'il n'est pas vraiment gore, il y a des scènes assez dures de torture psychologique et même de torture physique.
Mais j'ai eu un gros problème en regardant le film. Le scénario compte beaucoup sur son twist final, or personnellement je l'avais deviné au bout de 25 minutes et je n'ai plus vu que ça dans l'heure qui a suivi. C'est dommage car ça m'a un peu gâché la séance, alors que c'est un très bon film. Haha, un film de loup-garou, ça faisait longtemps. Late Phases raconte l'histoire d'un vieil homme aveugle qui s'installe dans un de ces petits villages américains uniquement habités par de vieilles personnes. Mais Ambrose, car c'est son nom, est peut-être aveugle, mais c'est aussi un vétéran de l'armée qui ne veut pas se laisser faire. Le plus gros du film est passé à essayer de deviner l'identité de loup-garou. Le mystère est sympa, mais ça rend le deuxième acte du film très lent. Cependant, la fin rattrape largement ça, je l'ai beaucoup aimé. Les costumes de loup-garou, quant à eux, ne sont pas trop mal, mais ressemblent quand même un peu à des Yeti prognates. La scène de transformation est loin d'être mauvaise, mais surtout originale dans le fait qu'elle est réalisée en un seul plan séquence. En tout cas, Late Phases est l'un des meilleurs films de loup-garou sérieux que j'ai vu depuis très longtemps, car la plupart des bons qui sont sortis récemment étaient surtout des comédies. Bref, c'est du bon. Therapy for a Vampire, encore un film autrichien. Celui-ci se déroule à Vienne au début du XXe siècle. C'est une comédie très bien tournée qui utilise intelligemment les mythes connus et peu connus des vampires. Par exemple, moi-même j'ignorais cette légende comme quoi les vampires ont la lubie de devoir compter comme Rain Man tout ce qui tombe par terre. Il y a 4 personnages principaux. Un jeune peintre qui veut impressionner sa fiancée, la fiancée qui est une forte tête indépendante, le vampire qui veut se débarrasser de sa femme, et cette même femme vampire qui veut revoir son propre visage. Pour ne rien arranger aux problèmes de chacun, le docteur Sigmund Freud rejoint l'histoire pour psychanalyser un peu tout le monde. Les acteurs sont bons, les dialogues très bons, le travail sur les lumières et les couleurs de chaque scène excellent, et le tout est très drôle. Mon seul bémol, car il y en a quand même un, est la fin qui manque sérieusement de punch et de panache. Quand on a un film espagnol produit par Alex de la Iglesia, tout de suite ça attire mon attention. Et pour de bonnes raisons, car Musaraña ou Shrews Nest en anglais est un excellent film psychologique. L'histoire est celle de 2 sœurs qui vivent ensemble dans un appartement. La plus jeune est tout à fait normale, mais l'aînée, jouée par Macarena Gomez, est atteinte d'une sérieuse agoraphobie qui l'empêche de sortir de chez elle. Elle est aussi accro à la morphine et voit des apparitions de son père, la femme parfaite quoi. Et justement, un jour, un voisin tombe des escaliers juste devant sa porte, et elle décide de le garder chez elle. Le film ressemble assez à Misery, mais honnêtement, il est bien mieux que Misery, car ici le personnage principal n'est pas l'homme enlevé, mais la psychopathe. Le film est juste super bien écrit et super bien joué, j'ai tout simplement adoré. J'ai eu beaucoup de mal à départager les 2 premiers films de cette vidéo, donc je vais les considérer presque comme ex aequo. The Infinite Man est l'histoire d'un couple qui vit le pire week-end en amoureux imaginable, ce qui les pousse même à rompre. Mais notre héros, un geek rempli de troubles obsessionnels du comportement, est un inventeur qui crée une machine à voyager dans le temps pour changer ce moment dramatique de son existence. Le film impressionne principalement par son écriture, car il est très difficile de faire une histoire cohérente quand on veut jouer avec le voyage dans le temps et une ligne du temps fixe. Alors par contre, le seul problème, c'est qu'au vu de la façon dont le film est construit, ça le rend très vite très prévisible. Mais j'ai tout de même adoré, l'humour est excellent et c'est fou ce qu'on peut faire avec un seul lieu et juste 3 acteurs quand on a beaucoup d'imagination. Falls est un thriller psychologique qui se déroule, au vu du style vestimentaire, je dirais dans les années 80. Ansel est un écrivain, ex-journaliste, expert en sectes, cultes et en manipulation de la personnalité. Mais il est aussi un raté au bout de sa vie, qui nage entre sa faible estime de lui-même et ses dettes. Un jour, un couple lui demande de déprogrammer leur fille qui a rejoint la secte Falls, et rien ne se passe évidemment comme prévu. C'est un film très intriguant, qui manie parfaitement ses personnages et qui se permet d'avoir une bonne dose d'humour bien placée. J'ai été scotché tout le long par ses hauts, ses bas, ses tours et ses détours. Je ne peux pas vraiment en dire plus sans risquer de vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé le ton très particulier de ce film et je le conseille pleinement. Voilà, en conclusion, je n'ai pas pris autant de claques au bif en 2015 qu'en 2014, mais j'ai tout de même vu un paquet de bons films. Rien que pour Turbo Kid, Shrews Nest, The Infinite Man et Falls, ça valait le coup. S'il fallait en choisir un seul comme numéro 1 de l'année, pas facile entre tout cela, mais bon, je dirais quand même Falls, qui a réussi à me mystifier et dont j'ai adoré les acteurs et l'ambiance unique. N'hésitez pas maintenant à aller voir toutes nos vidéos dans la playlist du BIF 2015. Il y a des points de vue différents sur les films que j'ai présentés et aussi des critiques de films que je n'ai pas vus et donc que je n'ai pas présentés. Sur ce, rendez-vous au BIF 2016 et avant ça, rendez-vous pour un prochain Envers du Raccord dont le sujet sera bientôt dévoilé. Bye 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 bye.